à notre deuxième sujet, cette contestation qui se poursuit dans les provinces anglophones du Cameroun. Deux provinces, des enseignants, des avocats sont en grève depuis plus de 2 mois pour protester contre la marginalisation sociale, économique et culturelle de leur région. Alors, l'armée a été déployée, Sabine, des manifestants réprimés, des contestataires arrêtés, déférés devant la justice. 3 procès ont été repoussés cette semaine. Alors, des élus du RDPC, le parti au pouvoir, sont intervenus auprès du président Paul Biya pour lui demander de faire preuve de mansuétude à l'égard de ces 3 leaders de l'opposition d'entente universitaire en avocat afin de les libérer. Mais ces mêmes élus, ces mêmes députés soutiennent son traitement de cette crise. Or, il se trouve que c'est un traitement plutôt musclé plutôt que politique. C'est-à-dire il répond par la répression, je dirais, par une attitude très politique à des revendications qui ne sont pas politiques, somme toute. Oui. On voit bien toute la nature autocratique du régime dans la façon dont il répond à ces doléances qui sont quand même anciennes, qui ne sont pas nouvelles et qui ressurgissent de manière récurrente au Cameroun. Il y a un problème depuis le début, depuis l'indépendance et depuis surtout la suppression des régions fédérées anglophones en 72 par le régime d'Ahidjo. On a vu l'opposition menée dans les années 90 au moment du multipartisme par Ni John Frundi, qui était issu des zones anglophones. Ni John Frundi a ensuite été, on peut dire, étouffé ou acheté par le pouvoir. Enfin, c'est ce qu'on lui reproche. Une autre opposition intranet dans ces régions. Et ce qu'elle reproche au pouvoir, c'est pas seulement le fait d'être... C'est plutôt une société civile, d'abord. Oui, c'est pas seulement d'être des citoyens de seconde zone, comme les Casamancés peuvent le ressentir au Sénégal, ou les gens du Nord, dans tous les pays du Golfe de Guinée, qui se sentent plus ou moins marginalisés. Je crois qu'il y a un problème sévère de gouvernance au Cameroun qui fait que quand la police se livre à des brutalités, quand des radios sont fermées, manu militari, quand des journalistes sont arrêtés, Internet coupé, Internet suspendu depuis plus de 5 semaines. Je crois que en fait, la brutalité de la réponse empoisonne complètement la question et finalement la rend encore plus brûlante, violente et difficile à traiter. L'attitude du gouvernement du pouvoir de Yaoundé est d'autant plus mal ressentie qu'on l'avait déjà évoqué ici sur ce plateau, et d'autant plus mal ressentie que ces 2 régions anglophones pourvoient en grande partie les richesses du pays, pourvoient aux richesses du pays. C'est-à-dire les richesses du Cameroun dépendent à 80%, dit-on, des ressources qui proviennent notamment des ressources pétrolières de cette région française. Oui, en effet, mais le vrai problème au-delà de la langue, parce que quand on dit que c'est des anglophones, la plupart d'entre eux parlent le pidgin, qui est en fait un créole, c'est pas l'anglais académique de Londres et tout. Au-delà de ça, c'est un problème de gouvernance, un problème de pouvoir qui se pose au Cameroun. Vous allez voir, c'est un glacis, c'est une chape de plomb épaisse sur ce pays depuis des années. Le président, on dit qu'il est arrivé au pouvoir en 1982, mais il était dans les allées du pouvoir. Il était à la présidence depuis 1962. Il n'y a aucune alternative. C'est un régime avec un scrutin uninominal à un tour, avec le nombre de mandats illimité. Le mandat lui-même dure 7 ans. Vous savez, et c'est un pouvoir vieillissant. Donc le combat des soi-disant anglophones aujourd'hui, c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour le fédéralisme, peut-être parce qu'ils demandent le respect de leur culture, de leur spécificité, de leur singularité. Mais ils se battent pour la démocratie au Cameroun. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est le silence de John Frundi, par exemple, que je prends le SDF, qui ne dit mot, et des intellectuels francophones camerounais, de nos amis journalistes, de nos amis avocats camerounais qui ne disent
mot, parce qu'ils pensent que leur privilège en tant que francophone est bien, alors que les gens se battent pour la démocratie. Silence radio également du côté des médias français sur ces événements, quand même une situation extrêmement tendue, Pascal, comme s'il y avait un parti pris à travers ce silence assourdissant. On est en pré-campagne électorale en France aussi, c'est une zone, mais on parle beaucoup, c'est une zone un peu oubliée. Quand même des États-Unis. C'est une zone un peu oubliée. Non, mais on parle beaucoup de M. Trump. Du côté du pouvoir politique français, j'ai l'impression qu'on s'est résigné à faire en sorte que on ne pourra rien faire tant que Paul Biya n'aura pas fini son mandat, enfin n'aura pas décidé de rendre le tablier. Donc on ferme les yeux sur une répression d'une ampleur phénoménale. On reproche aux personnes emprisonnées des actes de terrorisme. Je ne sais pas si vous voyez, simplement pour des revendications, un non-sens. au mieux de fédéralisme, au pire de sécessionnisme, qu'on a vu dans d'autres pays auparavant. Et tout ça traduit ce qui est intéressant, c'est que les politiques sur place, John Fundi notamment, a été dépassé ces dernières années. Maintenant, c'est des corporations, c'est des enseignants, c'est des avocats, c'est des jeunes. Et tout ce qu'ils demandent, c'est des années. Ils voudraient qu'on revienne sur des années de frustration et qu'on applique de manière plus importante que le bilinguisme, l'égalité dans l'administration, avoir une meilleure justice, avoir des programmes scolaires aussi qui soient plus adaptés, qui prennent plus en compte les particularités ou les spécificités anglophones. Et tout ça, le pouvoir n'y a pas répondu. Il y a une loi de décentralisation qui avait été mise en place au Cameroun en 1996 et qui n'a pas connu un début d'application. C'est intéressant cette histoire parce que on voit bien tout le hiatus qu'il peut y avoir entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. On a d'un côté une Afrique anglophone qui avance sur le plan de l'économie et on pourrait comprendre que les Camerounais, la partie anglophone du Cameroun s'identifie au Nigeria ou à une Afrique anglophone. Il y a ce risque déjà, en tout cas. Qui connaît l'alternance et certaines performances économiques, une forme d'indépendance économique intéressante, alors que l'Afrique francophone reste complètement à la traîne sur le plan de la gouvernance, surtout en Afrique centrale, et sur le plan de l'économie, c'est pas encore ça non plus. Alors, juste pour revenir sur cette coupure d'Internet, il y a aussi le fait que les envois d'argent des Camerounais expatriés des régions anglophones ne parviennent plus à envoyer de l'argent, là aussi depuis plusieurs semaines, quasiment depuis le début des remous. Et le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé carrément une punition collective, accuse le pouvoir de Yaoundé de punition collective des populations. Mais c'est tout à fait exact. La répression frappe, c'est-à-dire de façon indiscriminée. Il y a des gens qui sont bastonnés. Il y a une volonté de couper ces deux régions du reste du pays. Il y a également le fait qu'on ait décidé de faire le procès de ces trois personnes dont vous avez parlé tout à l'heure à Yaoundé. Et que l'acte d'accusation était en français, il a fallu traduire. La traduction était tellement mauvaise que les avocats ont reporté. Mais également le fait qu'on les juge selon une loi de 2014 et qui a été prise pour combattre Boko Haram. Ils sont considérés comme étant des terroristes et ils risquent même la peine capitale. Même si la peine capitale n'est pas appliquée depuis des années au Cameroun, ils risquent la peine capitale. L'accusation est complètement en décalage. En décalage total. Et tout cela est scandaleux. Il faut respecter la singularité des gens. C'est pas parce qu'on parle pidgin ou qu'on parle anglais qu'on doit être voué aux gémonies. Voilà. Alors, Francis l'a plus ou moins évoqué, ça fait donc des années que M. Biya est au pouvoir, et on voit aussi dans ce comportement du pouvoir très dur à l'égard de cette contestation, comme aussi l'illustration de cette fin de règne, et puis aussi peut-être de cette bataille de succession feutrée entre notamment élite militaire et civile à Yaoundé, Pascal. Vous savez, la fin de règne, on l'annonce déjà depuis très longtemps au Cameroun. Je connais des générations de Camerounais de la diaspora qui rêvent de rentrer au pays. Vous ne croyez pas à cette... On ne sait pas. On ne sait pas ce que va décider in fine le chef. Et on parlait l'année dernière même d'avancer les élections pour qu'ils puissent se représenter et puis repartir. Je pense qu'une majorité de Camerounais
sont désabusés par la situation. Il ne se trouve pas de gens raisonnables au gouvernement pour dire arrêtons les frais. C'est un système que vous essayez de sortir la tête de l'eau et le coup de massue tombe tout de suite. C'est l'histoire du opaque. C'est un régime totalement opaque avec la complicité d'ailleurs d'une partie de la population et des élites qui font avec lui. Il ne pense pas, il n'arrive pas à penser le Cameroun sans Paul Biya. Alors que ce monsieur est octogénaire, qu'il est au pouvoir, que son pouvoir est vieillissant et fatigué. Pour moi, c'est vraiment le syndrome de ce que j'appelle le syndrome Mobutu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de quitter le pouvoir de son vivant et quitte à mettre le pays par terre, voilà, on s'entête à rester. C'est la même chose au Zimbabwe. Et évidemment, plus ça va, plus ça devient absurde et kafkaïen, d'ailleurs. C'est plus la zone anglophone. L'attitude aussi de la zone anglophone tranche avec la zone francophone. Les francophones sont à peu près 75%, ils sont extrêmement passifs, ils subissent de manière passive, je dirais, ce régime complètement vieillissant, omnipotent, alors que, effectivement, les anglophones disent ras-le-bol, quoi. Changeons, arrêtons. Ils disent ras-le-bol, ils sont assez unis dans les manifestations. Ce qu'il faut voir, c'est leur réaction par rapport à la répression brutale. Ça a été de changer de stratégie, dire on fait des opérations en ville morte, qui sont extrêmement bien suivies et qui dérangent le pouvoir à un point. Et on voit aussi que, contrairement à la zone francophone, il y a une nouvelle génération de leaders politiques qui émergent dans la zone. C'est des gens comme Christopher Fambouyo, qui est le directeur Afrique du National Gallic Institute, ou alors l'avocat Maître Mouna. Donc, mais il y a une excellence au Cameroun. Il y a de grandes figures anglophones